Bonjour à tous, je suis Marcio Vassé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où dans celle-ci je vais vous expliquer comment on peut utiliser Moldflow Advisor, Moldflow Insight et iMold en utilisant à la fois SolidWorks pour pouvoir faire des moules d'injection plastique parce que comme on dit, le plastique est l'avenir. Alors cela m'intéressait, surtout que une pièce en plastique comme celle-ci que vous voyez qui fait partie de mon projet de virtualisation de la création d'une machine à café. Et étant donné que cette pièce était en plastique dans ma machine à café, je me suis intéressé à comment la fabriquer. Donc après qu'on l'ait ouvert dans SolidWorks, on l'a fait transvaser dans Autodesk Advisor et on met un nom de projet. Là ici j'ai mis discaf A-flow. Voilà, pour moi à retenir, ça avait l'air assez simple. Et puis on fait suivant, donc là il purifie un peu la pièce en quelque sorte, parce que pourquoi je suis passé directement par SolidWorks, parce que comme ça m'évite de faire un fichier STL ou un fichier d'une autre extension. Donc là, maintenant, on retourne la pièce grâce au bouton que vous venez de voir. Et on la retourne pourquoi? Parce qu'après, on doit mettre des points d'injection et il faut que ces points d'injection se retrouvent dans le bon sens. Et voilà, donc là, on en est au point d'injection. On fait clic droit, point d'injection. On vient en mettre un là et 4 selon ma pièce de ma machine à café. Elle y en avait 4 situées dans les mêmes extrémités. Et on fait attention à ce que les points d'injection ne touchent pas les rebords, sinon plus tard dans les calculs, il risque de ne pas les calculer. Et puis on choisit des matières. Là par exemple, je vous montre comment on enlève une matière et comment on en choisit une autre. Voilà, donc là on va prendre de l'ABS, une matière assez énergétique, comme on voit, 7. Et puis plus tard on prendra une matière à 5 pour que vous voyez un peu la différence des injections plastiques et quelles sont les mieux. Donc on met 40 la chaleur du moule, 200 les pressions des machines, voilà c'est une petite machine, parce qu'on peut aller jusqu'à 500 j'ai vu. Après on choisit un plan de joint, donc comme vous voyez il se met automatiquement au niveau des points d'injection, puis on crée les volumes du moule. Voilà, moi j'ai mis 15 au niveau de la plaque mobile puisque j'avais quelques soucis pour l'automatisation des canaux d'alimentation, de circuits chauds, ceux qui injectent. Et j'avais surtout du mal avec la carotte, elle se retrouvait au milieu de mon moule, ça me dérangeait, alors je préférais mettre une plaque flottante. Mais bon, je pense que j'aurais dû la mettre à plutôt diamètre 50. Comme on voit sur les vrais moules, elles sont à diamètre 50 et puis elles sont usinées entre la plaque rouge et la plaque flottante afin de pouvoir injecter et de ne pas avoir de soucis d'usinage lors de la création de ces circuits voilà, circulaires, de ces usinages circulaires. Et puis après, bah, comme vous avez vu, on vient créer aussi des tuyaux d'alimentation. Mais là, dans Flow Advisor, ils vont pas me servir tout de suite. Ils me serviront plutôt plus tard quand je vais utiliser Moldflow Insight. Mais je suis obligé de les créer dans Advisor afin de pouvoir les réutiliser dans Moldflow Insight. Et Moldflow Insight, lui, me permettra de calculer vraiment la thermique du moule, le refroidissement de la pièce et toutes ces choses-là pour essayer de me donner une idée sur la qualité de mon injection plastique. Donc voilà, après on paramètre certaines choses comme vous avez pu voir, mais bon, je les avais déjà paramétrés avant, c'était les paramètres des machines et les températures du moule. Donc voilà, là c'est en train d'analyser, vous en faites pas, il n'y en a pas pour longtemps, voilà, vu que j'ai coupé dans le montage. Donc bah là ici on voit que le temps d'injection plastique par rapport à mon système là que j'ai créé, et bah il met à peu près 96 secondes pour s'injecter. Donc on enlève les pièces de canalisation de refroidissement, comme je vous disais, pour l'instant elles me servent à rien. Mais bon, du coup, vous pouvez voir quelques boutons de Moldflow, ils sont pas si compliqués. Et voilà. Et quand on l'a en français, c'est encore beaucoup plus simple à interpréter.
et moins embêtant à lire que des trucs en anglais. Donc là-bas, vous voyez, ça s'injecte. Et puis à mon avis, ça s'est injecté en 4 points différents, parce que comme ça, là au moment où les vagues se rencontrent, ça crée une vague qui monte dans les triangles là que j'appellerais des triangles. Et voilà, ce qui permet de garantir l'injection. Donc vous voyez aussi, il y a des boutons comme prévision de la qualité et euh, et puis qualité de remplissage. Donc ça peut nous servir beaucoup à interpréter les résultats par rapport à une autre injection plastique où on mettrait trois points d'injection ou 2 points ou qu'un seul, et puis on verrait des différences. Et puis vous verrez que par la suite j'ai créé une autre pièce où on voit quelques différences et on peut interpréter ces résultats. Donc là, les bulles d'air, pour vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air, que ça ne risque pas de craquer facilement. Et puis là, il y a les variations de température du moule, mais celles-ci, elles ne varieront pas dans l'autre calcul parce que j'ai oublié de changer de matière du moule. Donc ce qui fait que le moule à une température donnée est refroidi de la même façon que l'autre. Parce que les calculs sont faits comme ça, j'ai pu voir dans l'aide. C'est à une température donnée, on attend que ça refroidit et puis on voit la qualité à peu près. Voilà. Et vu que dans les résultats de tout à l'heure sur la pièce là, ça ne variera pas, vous comprendrez que c'est parce que j'ai pas changé de matière, mais je vous expliquerai c'est que c'est qu'on la change. Excusez mon petit vocabulaire, j'ai tendance à parler naturellement. Voilà, donc nous en sommes ici aux caractéristiques de canalisation. Donc on peut soit en mettre 6, soit en mettre 8, vu que là je prévois de faire une autre pièce aussi dans Moldflow Insight afin d'avoir une comparaison à faire. Là j'ai remplacé au lieu de 4, j'en ai mis 8. Et je fais bien attention là à ce que la carotte en rouge et les canaux d'alimentation de refroidissement en bleu ne se touchent pas, parce que sinon dans le calcul de ma simulation, il me dira qu'il y a un objet de simulation qui se touche, et du coup ça ne partira pas, il ne pourra pas lancer l'analyse. Mais bon, c'est pour ça que là je fais quelques modifications de taille de carotte et de taille de diamètre de liquide de refroidissement. Et puis une fois que cela est fait, vous voyez très bien qu'aucun objet ne se touche et que pour le calcul de ma simulation, je sais d'avance que ce sera bon. Puis on remet les paramètres, on les vérifie, ce sont les mêmes. Là, j'ai décoché, mais en fait, il faut tout cocher. Puis on fait terminer. On démarre l'analyse, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, après un coupage, on voit très bien les deux pièces. On les renomme, histoire de ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc moi je les ai appelés discaf étude paramètre âge 1 et discaf étude paramétrage 2. Celle où il y a les 8 tuyaux, la 2, et la 1, celle où il y a les 4 tuyaux. Donc là on va peut-être pouvoir voir une petite comparaison. Donc le temps d'injection lui varie pas trop. Donc là en rouge c'est là où l'injection elle arrive en dernier. Après la qualité de remplissage du paramètre 2, il avait l'air un peu mieux, parce que il n'avait pas moins de 4% de basse, de couleur basse. Là vous voyez il est un peu à 0. Donc le jaune, malgré qu'il y en ait des moyennes et des élevées, le jaune fait partie de la bonne en quelque sorte. Donc là on voit les pressions utilisées. Et puis on voit que les pressions sont quasiment égales aux pertes de charge, donc ce qui peut nous dire que là nous avons un bon rendement du produit d'injection.
Et puis les températures, on voit que quand elles font équipe tous ensemble, elles réchauffent davantage alors qu'on les a mis à 240, mais finalement elles n'augmentent pas plus que ça, donc ça va. Ça n'est pas détériorant. Et puis là, vous voyez que les températures de moule pris à une température donnée et on les laisse refroidir pour voir la qualité. Vous voyez que ce sont les mêmes, il y a les mêmes numéros et que voilà. Pour pouvoir les modifier, il faut aller en fait dans outils, là, dans quelques secondes, dans outils, moule, et puis dans les paramètres, là, c'est tout le style, voilà, en acier. Et une fois, j'avais pris en alu, et puis on voyait les différences. Et voilà, l'alu n'était pas forcément mieux. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Et puis voilà, là ici, quand on a le mode flow en français dans Advisor, et l'aide est en français, donc ce qui peut nous permettre d'interpréter tous ces résultats. Mais dans Moleflow Inside, c'est un peu embêtant, c'est en anglais. Mais bon, tous les calculs sont quand même en français et, euh, et l'interface est en français, donc les résultats avec le titre, on peut déjà comprendre ce que ça veut dire. Et puis là, au lieu de mettre discaf à flow, j'ai mis discaf i inside flow. Et puis là, on va pouvoir passer à Insight. Et comme vous voyez, directement, grâce à SolidWorks, là, tous les maillages sont faits automatiquement. Alors que d'habitude, il faut s'embêter à faire maillage, puis corriger le maillage, puis hop, rechercher les faces qui sont à modifier dans des paramètres de maillage, mettre des nœuds, mettre des points, des choses là, refaire des surfaces. C'est un peu embêtant. Là, on voit, on met juste maillage en 3D et puis tout a été fait directement parce que j'ai bien fait les paramétrages du coup. Et quand on refait le maillage, généralement c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et puis là, comme vous voyez, on peut modifier après des choses de refroidissement, comme au lieu de la mettre de l'eau à 10 degrés, on peut la mettre à 5 degrés. Donc moi, dans les thermiques, moule, remplissage, gauchissement et je vois pas d'ici. Et j'ai tout mis. Comme ça, je suis sûr que tous les résultats, je vais pouvoir les interpréter. Et puis on verra si j'ai peut-être pas besoin de tous les résultats pour me faire mon interprétation de la qualité de mon injection. Voilà. Et vous verrez que par la suite, il y a moyen de s'en sortir. Et puis donc là je paramètre des choses dans Insight, comme par exemple les 4 points d'injection, au lieu de les avoir aux extrémités des 4 points, et il faut les enlever et il faut les mettre en fait, il faut en mettre qu'un seul à l'entrée de la carotte. Donc on fait supprimer et puis on remet un point d'injection au milieu de la carotte, il se met automatiquement. Une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie quelques paramètres, si on a mis maillage en 3D et tout. Les paramètres de la machine pour qu'ils prennent en compte la dilatation du moule, et etc. Et là, comme vous voyez, j'avais oublié de mettre le moule. Donc hop, Alt, Contrôle, Sup, et on fait fermer cool, et puis là on va dans assistant moule, et puis on le met à -15 par rapport à mon origine pour que ma carotte elle se retrouve bien tout en haut, comme vous allez voir. Je vais aller zoomer, et puis la carotte elle sera en coïncidence avec mon moule de tout à l'heure que j'avais dans Advisor. Et là, hop, vous voyez, tout est ressemblant. Bon, dans Insight et dans Advisor, on évite de mettre en perspective. Je trouve ça un peu embêtant. Voilà, parce que ça correspond pas trop à une pensée technique. Et puis ça distrait la pensée technique. Donc on fait pareil pour l'autre moule, histoire d'avoir vraiment une matière concrète devant soi qui ressemble à ce qu'on a dans la tête. Donc là vous voyez, tout est coïncident, le point d'injection est à l'extrémité du moule. Et voilà, il n'est pas à l'intérieur, ou des fois on pourrait mettre des mauvaises dimensions, et ça marcherait aussi, hein, mais ce n'est pas professionnel. Donc là, vous voyez, quand on arrive sur la fenêtre là de maillage, ça veut dire que le maillage est bon, parce que sinon il y a une autre fenêtre. Et puis voilà, là on va lancer le
l'analyse. Là, comme vous pouvez voir, vous avez l'impression que j'ai lancé sur les deux en même temps, mais ce n'est pas les deux en même temps, sinon moi ça ramerait. Puis on les renomme. Moi je les renomme paramétrage 1, 4 tuyaux et paramétrage 2, 8 tuyaux. Donc là, les 4 carrés que vous voyez à côté de 8 tuyaux, ça c'est en fait les 4 paramètres d'analyse qu'on a mis. Et puis quand il y en a 3 ou 1, bah, ça veut dire qu'il n'y a qu'un paramètre dans cette étude. Donc là, on voit les pressions. Là, elles sont quand même assez énormes dans le paramétrage 1, alors que dans le paramétrage 2, vous voyez, elles étaient beaucoup plus petites. Donc du coup, on dépense moins de force, donc moins d'énergie, ce qui peut être bien pour la préconisation de ces choses. Là, les forces de fermeture, plus on injecte, plus ça force pour que ça compense. Pareil, là, on voit qu'elles sont quand même moins élevées dans l'autre paramétrage 2, du coup. Et c'est pas plus mal. Le taux de cisaillement, c'est quelque chose qui permet, à mon avis, de cisailler les 4 points d'injection quand ça se démoule. Comme ça, il reste plus ces traces. Mais c'était assez dur à comprendre le taux de cisaillement, je n'en dirai pas plus. Donc là, bah, vous voyez, vu que ça met une seconde, bah, dans le profil, on voit que c'est rouge, et là, à une seconde, ça commence à refroidir jusqu'à atteindre la température de 12-38 degrés, et ce qui est une température que vous pouvez imaginer de chaque chose qu'on touche dans une pièce. Donc, il n'y a aucun risque, la pièce est bien refroidie. Et là, vous voyez, bon, au milieu, elle est toujours un peu plus chaude, hein, mais à l'extrémité, ça refroidit. Et vous verrez que dans le taux de solidification, on est à 100%, donc il n'y a pas de risque à avoir. Et puis bah là, on voit les températures, toujours, il y a toujours des températures à voir, la viscosité, en quelque sorte l'adhérence du liquide sur les parois. Puis on voit qu'un liquide, il adhère plus ou moins qu'un autre, et qu'on peut permettre de se dire qu'il sera peut-être mieux injecté ou moins injecté qu'un autre. Après, ça c'est souvent du ressenti. Et puis par rapport aux autres données que l'on a, on peut se dire que le ressenti là est fondé. Donc là, voilà les taux de cisaillement. Donc plus il est important, plus ça va se cisailler bien au niveau des 4 points d'injection. Donc on est sûr d'éviter un peu la non-qualité au niveau de ces 4 points d'injection. Et puis voilà, la viscosité en pascal par seconde. Et puis là, on voit le circuit de refroidissement de l'eau. Donc en rouge, on voit que c'est rouge, mais que la température n'a pas trop augmenté dans le circuit au moment où on avait arrêté l'injection et qu'on avait mis en route le circuit de refroidissement. On voit que la température à 10 degrés ou à 5 degrés, elle ne prend que 0,4 degrés. Donc bon, c'est pas, ça reste convenable. Là, les turbulences, donc on voit que les Reynolds sont au-delà de 4000, donc on s'imagine bien qu'on est en régime turbulent, et qu'on pourrait ralentir les débits pour voir si ça créerait des différences de turbulence et de refroidissement. Mais je crois que ça varie pas beaucoup. J'ai essayé des choses, et ça change pas grand chose. Et puis parce que c'est toujours en serpentin les canaux de refroidissement d'un moule, en général pour des questions d'usinage. Donc là, vous voyez que on peut mettre le doigt sur l'extrémité du moule, on était à 12, 10. Donc au bout de 30 secondes de refroidissement, c'est ce qu'on peut s'attendre, c'est à ça qu'on peut s'attendre. Et donc voilà. Là, ici, on voit que la température de la pièce, elle passe de 240 à 10 degrés en fin d'injection. Que le moule, lui, ne prend pas trop la chaleur et est plutôt bien refroidi. À part les endroits comme ça où il y a
les futurs vis de la machine à café, qui sont des parois assez minces, donc elles mettent un peu plus de temps à se refroidir. Mais 51 degrés, c'est pas au bord de la fonte non plus. Donc c'est assez correct. Et là, on voit la température du moule, mais de l'autre pièce. Donc vous voyez, 48, là on est à un peu moins, donc c'est quand même beaucoup mieux le moule là. Déjà d'une par rapport aux énergies que l'on va dépenser pour injecter le plastique. Et le plastique là en plus est à un indice de 5, donc ce qui prouve bien que ce n'est pas du mytho, vu que l'indice de 5 dépense moins d'énergie et que l'indice de 7 dépense plus d'énergie, comme vous avez pu voir au niveau des pressions de fermeture, des pressions de commutation, des pressions, je sais plus ce qu'il y a d'autre, de perte de charge et les choses là. Vous voyez que on peut quand même fabriquer mieux en utilisant moins d'énergie. Et puis malgré quand même que le gauchissement dans le paramétrage 2 soit quand même plus important que le gauchissement du paramétrage 1, mais bon, ça c'est une histoire de propriété de plastique. Et puis dans tous les cas, par rapport à moi, ma tolérance de ma machine à café au niveau du diamètre où cette pièce-là va être fixée, plus ou moins 1 mm ou 0,5 on va dire, c'est acceptable parce qu'il faut quand même à un moment que ça puisse se fixer. Voilà, parce que si c'est une pièce qui va être fixée dans un arbre, et du coup il ne faut pas qu'elle bouge cette pièce. Donc certes c'est au-delà de peut-être un peu 0,5, on est à 0,7, mais bon au moins comme ça je suis sûr de garantir une bonne fixation. Et puis là, vous voyez qu'en rouge, en fait, c'est là où la chaleur, elle s'échappe le plus, quand on comprend bien l'échelle. Donc, c'est surtout aux extrémités que la chaleur, elle s'échappe. Au milieu, elle s'échappe pas trop. Et puis, j'ai essayé une fois de mettre une entrée de refroidissement à gauche et l'autre à droite, et pour voir un peu l'impact sur la chaleur. Et puis, ça ne varie pas plus, même je dirais que ça refroidit moins bien. Parce que j'ai l'impression que l'impact des chaleurs est plus est mieux fait quand ça part des deux côtés que quand ça part d'un côté et de l'autre. Et voilà, et là vous voyez que les pressions finalement en paramétrage 2, comme je vous disais, elles sont quand même moins importantes, que le plastique est de bonne qualité, que l'énergie dépensée ne sera pas trop coriace et qu'on aura une qualité d'injection assez correcte, voilà, dans la simulation, ce qui peut dire que dans l'avenir ça peut être bien. Donc le paramétrage 2 est préconisé. Et puis dès qu'on sait comment dessiner le moule, on passe dans iMold, où ce logiciel va nous permettre vraiment de dessiner le moule en essayant d'être le plus en coïncidence avec la simulation de Moldflow pour un peu garantir une bonne injection. Donc dans iMold, on commence par choisir sa pièce, puis ses origines d'injection, ou comme vous avez vu, j'ai retourné aussi pareil là pour pouvoir me retrouver sur les bons côtés des injections plastiques. Et puis tout d'abord, j'ai commencé par créer des séparations de surface parce que j'en aurais besoin plus tard pour pouvoir créer des sliders ou des glissières en quelque sorte, parce que sinon le moule, la pièce là dans un moule, après avoir enregistré les paramètres que vous voyez, PP, comme on avait dit, c'était indice 5, donc c'est bien la bonne matière que l'on utilise par rapport à Moldflow. Déjà ça commence à être en coïncidence. Et puis donc comme je vous disais, j'avais séparé parce que là vous voyez le rose et le bleu, eux il va pouvoir être moulé et puis copié dans le moule en tant que cavité, mais si j'avais mis directement les sidecores, j'aurais eu des problèmes de fermeture de ces surfaces,
dans ma cavité de moule parce que c'est des surfaces un peu complexes. Alors je préfère faire les sidecores après, les glissières, qui ont la forme de ces triangles et que vous verrez par la suite. Et c'est pour ça que j'ai découpé la surface pour pouvoir créer un sidecore. Voilà. Parce que là, on en arrive à la partie que j'étais en train de parler où on crée les cavités. Et là, vous voyez la cavité du dessous. Ou si on veut, on peut créer une animation, histoire de garantir que la cavité est bien faite et que ce n'est pas le produit que l'on voit dans la transparence. Puis on rouvre la pièce. Voilà. Et là, on va choisir le sidecore. Et j'ai mis les surfaces, pourquoi? Pour pouvoir bien le délimiter. Voilà. Parce que sinon, j'aurais pas pu bien le délimiter par rapport à ce que moi j'imaginais comme sidecore. Puis on l'ouvre. Parce que là, maintenant, il va falloir lui créer des fermetures à ce sidecore. Sinon, on va pas pouvoir injecter la pièce correctement. Donc là, on utilise Shut Off, un bouton de iMold, mais même tout ce que vous voyez, ça fait partie de la procédure à suivre pour euh, pour aboutir à un moule correct. Puis maintenant, après avoir édité la pièce dans l'assemblage, on met un plan dessus et on vérifie que ce plan dépasse bien du moule parce que on va aller rouvrir cette pièce et puis créer des extrusions pour un peu volumiser ce cousu que l'on a obtenu et qui est maintenant fermé. Voilà, donc là on crée déjà la petite surface là, on recrée une autre esquisse pour un peu agrandir le moule afin qu'il glisse de part et d'autre du corps et de la cavité en rouge ou en vert. Puis on vient créer une empreinte dans le mode assemblage parce que ces moules ne créent pas automatiquement les empreintes du fait qu'elles sont tout le temps paramétrées par des injecteurs, vous verrez, ou des sliders, ou tout ça. Mais les empreintes, c'est à nous de les faire. Et voilà, donc après avoir créé une pièce dans l'assemblage, une pièce basique pour faire la vérification de mon moule et de mes sidecores, voir si je les ai bien dessinés. Et vous voyez que l'empreinte de ma pièce de vérification correspond à l'empreinte du produit. Donc voilà, là on peut lui donner le nom de pièce vérification. Voilà. Et j'aime bien faire ça parce que comme ça, je suis sûr de ce que je fabrique et qu'il n'y aura pas de petits soucis de voilà dans le moule. Et donc, après, on rouvre la pièce et on lui crée une esquisse qui va pouvoir être en correspondance avec Moldflow et les points d'injection de Moldflow. Donc après, on fait add gate d'un tel style ou d'un autre style, vertical runner, là on est. Et puis on fait ça 4 fois de suite pour avoir nos 4 points d'injection en coïncidence avec Moldflow. Puis on lui crée une esquisse au niveau de ces chaque point. Et puis là, on fait add runner. Et puis on met circle. Et puis j'aurais pu les mettre plutôt à la hauteur de 50 de haut, comme je vous le disais tout à l'heure, pour des questions d'usinage. Mais finalement, j'ai laissé comme dans Moldflow, malgré que j'avais fait une erreur dans Moldflow. Parce que dans Moldflow, ce qui m'embêtait, c'était l'histoire de la carotte. Voilà, mais bon, à part ça, je sais que tout le moule est usinable, ou que là, si on voudrait l'usiner, il faudrait recréer une petite plaque en plus, et voilà, c'est faisable, hein. Ne vous en faites pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément redessiné, retravaillé. Voilà, j'ai préféré garder l'erreur pour pour un peu voilà avoir une explication et puis voilà quoi. Pour avoir cette explication à dire sur les usinages, comme quoi il faut toujours faire un peu attention à ce que la pièce soit réalisable. C'était ça ce que je voulais dire.
Puis on paramètre après la mold base après avoir fait les runners. Et puis voilà, comme vous voyez, la mold base, la table d'injection, elle est entièrement automatisée. Donc c'est ça qui est bien dans Emold, c'est parce que c'est entièrement automatisé, donc on gagne du temps. Et puis voilà, hein. Donc si on gagne du temps, on peut faire plus de choses. Et voilà, c'est ça qui est bien dans Emold. J'aurais très bien pu le faire une pièce par pièce, mais c'était pas ça le but, moi, que je recherchais dans ce logiciel. C'était vraiment d'utiliser cette manière instinctive de créer des moules. Donc après, on rouvre une partie du moule où là, on crée des points en esquisse qui vont nous permettre de faire les points des éjecteurs. Puis on va dans l'outil éjecteur, add éjector, on paramètre quelques petits trucs en métrique, et puis si on veut des épaulements un peu travaillés au niveau des éjecteurs ou non. Moi je crois que j'en ai mis, je sais plus, sûrement. Voilà, puis on choisit les points et là vous voyez en bleu les éjecteurs apparaissent. Donc ils apparaissent au-dessus et en dessous, mais ça c'est pas grave. Après on fait trim éjector, on fait OK. Là on peut configurer des choses, mais ou on peut ne pas les configurer. Et puis il les enlève du dessus, et puis aussi il les enlève du dessous de la pièce, et là vous voyez, ils ressortent. Mais ils sont pas en mode empreinte dans le moule, mais on les voit ressortir. Pour qu'ils soient vraiment en correspondance, faut faire empreinte. Enfin, je vous laisse imaginer. On l'a déjà fait. Et puis après, on choisit un moule. Là, ici, j'ai choisi le moule du dessus, dans lequel on va créer le circuit en 8. Non, pas en 8, en serpentin du canal de refroidissement de Molflow. Et puis là, on va devoir utiliser deux esquisses, une en forme de serpent et une avec un étage supplémentaire où on va relier quelques morceaux du dos du serpent pour pouvoir à la fin créer une sorte de serpent à 2 étages avec l'esquisse 3D. Et pourquoi à 2 étages? Parce que il faut que la pièce elle soit réalisable. Donc à 2 étages, parce que comme ça l'étage du dessus, quand on va le percer par rapport à une surface, il va pas croiser le trou d'en dessous, et du coup il ne va pas brusquer mon circuit de refroidissement. Enfin, vous verrez par la suite, il y a une option pour percer ces trous d'une surface à l'autre. Mais si on fait pas la bonne esquisse, tout se croise et du coup c'est inintéressant. Voilà, donc là, à partir de là, on utilise l'esquisse 3D qui va, elle, nous permettre, qui va être sélectionnée après, quand on va créer le canal de refroidissement. Donc on l'a créé, hein, vous voyez bien, de manière assez basique. Et puis pour l'instant, on ne sait pas si elle est encore bien créée par rapport aux injecteurs et aux choses comme ça qui risquent de la perturber, parce que si ces injecteurs touchent mon canal de refroidissement, ça le fait pas. Mais il y a une option pour faire interférence, et du coup dès qu'on voit des interférences, il suffira de revenir là et de modifier quelques cotes, et puis hop, après plus rien ne se touche, tout est bon. Donc après on fait créer un circuit avec l'esquisse. Et donc là vous voyez ça se crée rapidement. On vérifie que c'est à peu près en coïncidence avec Molflow. Moi j'ai pas pu faire avoir des U sur les côtés, donc c'est pour ça que j'ai préconisé un circuit serpentin à 2 étages, de manière à ce que ce soit quand même usinable. Je sais pas, dans Emold, il n'y avait pas les petits U qu'on pouvait mettre sur les côtés, ou alors je les ai pas trouvés.
Donc là, vous voyez tous les tuyaux qui partent d'une extrémité à l'autre, c'est ça que je cherchais à faire. Et ça, c'est des trous dans une pièce que sont totalement usinables. Et puis là, je suis en train de créer les extrémités de ces trous, de, de ces perçages. Et là, vous voyez, il y a leur pointe qui ressemble à un forêt de perçage. Et puis là, je les ai fait partout. Là, j'en ai gardé une pour vous au final. Mais là, vous voyez, elles sont partout sur les horizontales, verticales, en X et en Y. Et puis après, on fait copier, mais on fait mirror et make copy. Sinon, là, je l'avais pas fait, mais j'ai dû le refaire après. Mais il faut faire make copy, parce que sinon, dans un iMold, à la fin, quand on va mettre des accessoires de, comment dire, d'extrémité des tuyaux où on va mettre une extrémité de branchement d'un tuyau à un autre, et quand il n'y a pas make copy, il reconnaît que un circuit. Et là, vous voyez, on fait interférence, maintenant que j'écris le circuit. Donc là, vous voyez, ça touche les injecteurs, les éjecteurs. Et donc, voilà, après l'avoir modifié, comme vous voyez, les canaux ont l'air un peu distancés. On vérifie préférence, puis ça ne redisait plus rien, donc c'est que c'était bon. Et puis là, maintenant, on vient mettre des accessoires. Le cône de la machine d'injection et où ce cône va permettre de mettre la machine directement en position sur la carotte d'injection. Voilà, donc là après on crée la carotte, on peut créer les types que l'on veut, hein. Mais bon, généralement dans une entreprise ils en utilisent une, et puis après c'est la manière de fonctionner de l'entreprise. Donc si elle en utilise plus qu'un autre, ça c'est du détail. Mais bon, généralement, on essaie d'en faire des esthétiques et puis fonctionnels. Voilà. Donc on choisit la surface du dessous de la pièce d'avant, qui est au diamètre 36. Donc je lui mets un diamètre 36. Puis là, vous voyez, ça passe bien entre mes tuyaux, donc il n'y aura pas de gêne. Après, on fait modifier, on modifie la taille. Là, elle était à 76 de long, et donc là, on a dû la mettre à 140, afin qu'elle coïncide avec mon circuit d'injection où il y a les runners, il y a les gates et tout ça, parce que c'est là que elle poursuit son travail. Et puis voilà, là on en arrive aux accessoires, les plugs, ça s'appelle en anglais. On met métrique, on met quelques tailles en fonction de ceux qui sont utilisés par rapport aux dimensions de tuyaux de l'entreprise. Et puis ceux-là, des fois ça peut varier, mais bon en général c'est des comme ça qu'ils utilisent. Et puis je crois que c'est généralement avec des dimensions de gaz, des choses comme ça, en trois quarts, un tiers, et les choses là. Puis après on met les plugs aussi. Les premiers en fait c'était des nipples, les autres c'était les plugs, ce qui permettent de reboucher les trous. Et puis là, regarde, faites vite attention parce que là on est à 8, puis là hop ils ont remonté à 8 parce que j'ai modifié la hauteur d'un canal d'alimentation afin qu'il ne bouge pas trop mon circuit. Puis après, on paramètre des choses en automatique, parce que tout ça c'est créé dans l'assemblage, mais ce n'est pas encore créé en tant que pièce vraiment 3D. Donc là, il suffit de faire la manip là en automatique, de sélectionner toutes les pièces là. Et là, il fait toutes les pièces dans votre dossier. Après, il suffit juste de faire les plans ou alors de paramétrer DimExpert si vous voulez que tout soit automatique. Et puis voilà quoi, quand on a ça, déjà ça c'est bien. Là on a un bon outil iMold qui permet de créer des moules. Donc par la suite, je vous montrerai comment on usine le moule, et n'oubliez pas que le moule ici, il faut quand même remettre toutes les empreintes de canal d'alimentation. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine. Voilà.